Bonsoir à tous, merci de votre fidélité, merci d'être avec nous ce soir. Donc voilà, Papy fait de la décadence, hein, c'était le thème de la soirée, vu que nous constatons la prise, la prise de fonction et le serment de Joe Biden aujourd'hui même, qui est intronisé comme président des États-Unis, lui et son binôme, Kamala Harris. Et nous avons voulu, disons, nous remettre dans le bain de ce qui est arrivé aux États-Unis. Je vous rappelle que nous avons couvert assez largement ce dossier à travers la publication de l'ouvrage de David Tusher sur vers les États désunis, sur la fragmentation du territoire américain. Nous allons un peu en parler avec notre invité, en tout cas la fragmentation sociale américaine. Nous avons publié sur Trump et le Trumpisme. Nous avons publié l'ouvrage de Paul Gottfried, L'Amérique de Trump entre nations et empires. Nous avons fait une grande soirée avec Alexandre Mandel, qui était à l'époque sur le territoire américain où il a passé près d'un an. Il en a sorti un très bel ouvrage de sociologie profonde américaine qui s'appelle Chez Trump. Florian Philippot, Philippe Murer. Donc nous avons remis certaines de ces vidéos dans les 3 jours qui viennent de s'écouler. Vous pouvez les voir sur notre chaîne. Et je voulais échanger ce soir je voulais échanger avec à la fois un camarade et quelqu'un qui a une grande acuité parce que c'est quelqu'un qui a, disons, à la fois l'expérience des choses rudes de la vie internationale et qui en même temps a un regard à la fois français et américain sur les choses, mon ami Jonathan Alperi. Donc, est-ce que Jonathan est à l'antenne, la technique? Merci. Jonathan, bonsoir, enfin bonsoir, heure de Strasbourg. Bonsoir. Ceux qui voudraient te connaître un peu plus en détail, je les renvoie sur la chaîne du Cercle Aristote à un entretien que nous avons déjà eu tous les deux par rapport à tous tes grands états de service. Donc tu es photographe particulièrement connu pour tes photos de conflits et de guerres. Tu en as fait un certain nombre. La dernière en date, c'est le conflit du Haut-Karabakh où Exactement. tu nous as fait un superbe retour d'expérience qui a été très apprécié et que là aussi on trouvera sur le cercle. Là, tu nous parles depuis Washington. Exactement. Alors, déjà, est-ce que ça a l'air aussi mort, Washington, à la télé, que ça l'est en vrai? Parce que là, ici, on a vu des scènes, on a vu, je crois, 200 000 soldats américains qui ont été déployés pour protéger on ne sait qui, on ne sait quoi, et des drapeaux que je ne... Voilà, c'est particulier. J'imagine que tu as vécu bien d'autres intronisations de présidents aux États-Unis. C'est toujours comme ça l'ambiance ou il y a une Bah, particularité? non, c'est vrai qu'il y a une grande différence entre il y a 4 ans. En effet, j'avais couvert l'inauguration de Trump le 20 janvier 2017. Et là, il y avait probablement 1 million, 1,5 million de personnes. Il y avait vraiment beaucoup de monde. La majorité des gens qui étaient là, surtout le lendemain, il y a eu une grande manifestation des mouvements féministes, LGBT, enfin, comme tu dis, hein, le catéchisme habituel, c'est vraiment ça. Ouais. Et là, il n'y a personne. C'est complètement mort. On a l'impression, en fait, que Washington est en train de... Ce qui était Washington au mois de mars et avril l'année dernière pendant le Covid. Il n'y a personne, il y a très peu de monde. Par contre, il y a évidemment pas mal de militaires, c'est les gardes nationaux. Je pense que le total est de 25 000. Bon, on les voit par petits paquets, hein, surtout. Donc en fait, c'est comme un camp retranché en fait. Donc ils ont construit des barrières tout autour du Capitole, la Maison Blanche, tout ça. Donc c'est vraiment Ambiance. voilà une forteresse.
C'est une passation de pouvoir qui s'est jamais passée comme ça dans l'histoire des États-Unis, où là, on voit les démocrates qui ont repris le contrôle, évidemment, du Sénat et qui ont gardé encore le contrôle du Congrès, en perdant quand même pas mal de points. C'est une passation de pouvoir qui est très étrange. Et en plus, Trump n'est pas là. Il a fait un point d'honneur de sortir de la Maison-Blanche, de prendre l'avion avec sa femme Melania, et maintenant il est en Floride. Ok. Donc, si, pour voir le plan de cet entretien, si tu me l'accordes, je voudrais d'abord qu'on parle un peu de toi et moi des considérations sociologiques de l'Amérique par rapport à cette élection. Ensuite, d'avoir ton ressentiment sur l- quelques, quelques traits lancés sur l'avenir. Non que je te demande pas d'être Madame Irma, mais juste, on va essayer de voir des hypothèses tous les deux. Et enfin, parce que toi, tu as quand même été en face, en plus de beaucoup de conflits Mm. où Joe Biden était une partie prenante. Il ne faut pas oublier, ce n'est pas un perdreau de l'année, on va y revenir. Je pense à l'Ukraine, que tu connais bien. Je Ouais. pense au La Libye. Moyen-Orient, que tu connais Mm. très bien, la Libye. Mm. Donc, c'est pas un perdreau de l'année, et de voir si euh, si on a raison ou pas de le craindre, là, plus pour des affaires intérieures, mais pour des affaires étrangères. Ouais. Est-ce que tu m'accordes, ça te paraît, ça te convient comme entretien? Allons-y. Bien. Je fais un point de méthode qui va durer 1 minute, mais je tiens à le faire. Je n'entends pas m'ingérer et ingérer mes équipes dans les affaires américaines, très loin de là. Donc s'il y a des Américains qui m'écoutent, je suis bien un observateur extérieur et les miens avec moi. Toutefois, j'aime savoir qui est en face de moi, et je ne doute pas de la volonté de Joe Biden de s'immiscer dans mes affaires. Donc, je préfère savoir qui j'ai en face de moi. Et d'autre part, même si les dirigeants américains ont souvent été les adversaires, voire dans certains cas les ennemis de mon pays, le peuple américain est un de nos plus vieux alliés Mm. historiques, Exactement. et j'ai énormément de craintes sur la manière dont ce peuple va être traité pendant les 4 ans à venir, vu déjà comment se passent les 2 premières journées. Exactement. Donc, déjà, on va revenir sur certains points. Pour toi, comme, comme citoyen, comme analyste, pour toi, si il y a eu une forte mobilisation lors de cette élection des deux côtés, Mm. mais qui a mobilisé quoi? Pour toi, s'il y a deux Amériques face à face, que recouvrent ces deux Amériques? Je pense que cette séparation maintenant est entièrement actée. Je pense que le fossé entre ces deux Amériques est très profond et continue à s'élargir. Évidemment, il y a plutôt d'un côté, pour généraliser un petit peu, le côté un peu urbain progressiste des États-Unis qui a grandi dans les grands campus américains, qui a été inculqué de toutes ces idées qui remontent aux années 60 et qui maintenant sont très imprégnées chez les jeunes gens. Et après, il y a le côté plutôt des petites villes, un peu comme en France, hein. Évidemment, il y a cette séparation, on se retrouve un peu partout Hmm. en Occident, exactement. Et beaucoup de ces Américains plutôt patriotes dont on se moque depuis des dizaines d'années en les traitant de redneck, tout ça. Faut pas oublier que c'est quand même eux qui vont se faire tuer et perdre leurs jambes et leurs bras dans des guerres qui sont entièrement menées par des néoconservateurs. Donc, Oui. et on leur crache quand même dessus. Donc, je pense que maintenant, on arrive à un moment de séparation qui était d'abord une séparation, comment dire, de la manière dont une partie de l'Amérique vit son expérience américaine. Donc, une expérience plutôt traditionnelle, ce qui a été l'Amérique, qui est en train de disparaître, à mon avis, et une Amérique très ouverte au monde, évidemment, plus de frontières, enfin, toutes ces choses habituelles. Je pense que Hmm. maintenant, on a passé une autre étape. On passe, il y a vraiment une guerre cognitive très poussée maintenant d'un côté et de l'autre. Et à ce jour-ci, j'ai du mal à voir comment les deux Amériques vont se réconcilier. Et évidemment, Biden ne sera pas ce président-là. Il ne pourra pas le faire. En, en- Euh, en- Vas-y. en-
en tout cas, ces deux premiers actes, enfin ces trois premiers actes, je crois qu'il a promis la naturalisation, je crois, de 11 à 12 11 millions millions, d'immigrés, ouais, 11 millions 11 millions. d'immigrés illégaux, ce qui est quand même gigantesque. C'est Ouais. l'équivalent de toute la région parisienne en termes de nombre d'habitants. Enfin, faut que les gens comprennent, quoi. Alors, si tu veux, 11 millions sur à peu près 400 millions d'habitants aux États-Unis, quoi. Il y a 320, 325 320, millions d'habitants. 325 millions, tu vois, Et, c'est-à-dire, quand même, hein, c'est et gigantesque. aussi, ils vont commencer à passer des lois, on en parle déjà, qui puniraient tous les gens qui sont Trumpistes. Par exemple, on a vu le magazine Forbes qui a dit publiquement dans son magazine que tous les gens qui avaient travaillé dans l'administration Trump ne devraient plus retrouver un travail dans le privé. Ah bon, ok. Ils ont dit ça, et ça représente évidemment pas mal de monde. Après, évidemment, ils commencent à écrire des textes de loi qui pourront punir les gens qui sont considérés Trumpistes, donc racistes, enfin, tout ça. Donc, ils vont, à Mhm. mon avis, on est dans un cercle très dangereux où les démocrates et les progressistes et les néoconservateurs, d'une certaine manière, sont en train de se venger des 4 ans de Trump. Et ils vont tout Mm. faire pour mettre à bas la moitié du peuple américain qui a voté. Ils ont voté pour Trump. Et cette vengeance, à mon avis, est très dangereuse. Mm. Et donc là, ils avancent tous leurs pions. Je rajouterais quand même là-dessus qu'ils ont quand même utilisé énormément de capitaux politiques pour se débarrasser de Trump. Ils ont vraiment tout essayé, comme on le sait, avec les impeachments, avec Mueller. Voilà. Mm. Et ça leur a coûté. Ils ont quand même remporté les élections, enfin, en tout cas, c'est ce qui est dit maintenant. Mais ça leur a coûté tellement cher que je me demande si dans 2 ans, ils risquent pas de perdre le Congrès à nouveau. Parce que là, derrière toute la mousse que font les médias, particulièrement les médias serviles, parce qu'on va en reparler, mais là, ça y est, les eurocrates et les Européens, d'un point de vue général, peuvent enfin secouer la queue pour pouvoir se rouler dans les pas du maître. Alors, ils sont très contents, hein, les Bruxellois sont très contents parce qu'enfin, le maître américain démocrate est revenu. Donc, il suffit de voir Monsieur Charles Michel, qui est belge, donc comme disait comme aurait pu dire Alfred Jarry, l'histoire commence en Belgique, donc nulle part. Et, et donc Monsieur Charles Michel, qui est un symbole de la politique belge, hein, en lui-même, n'en peut plus de Biden. D'ailleurs, plus personne n'en peut plus de Biden. Là, en plus, je dois dire que ça, le Conseil supérieur du genre, dont il a annoncé la création, et je ne suis pas certain, dans un pays qui, je crois, compte encore 38 millions d'Américains ou sous-populaires, je ne suis pas certain qu'un Conseil supérieur du genre soit si tu veux, la première urgence, et plus le fait de faire passer certaines nominations particulièrement problématiques. Je pense à son secrétaire d'État à l'agriculture, qui est un ancien de cadre de Monsanto, de tout faire passer derrière la nomination de son vice-secrétaire d'État à la santé, je crois, qui est transgenre, ce qui Ouais. après tout est son affaire. Moi, si tu veux, ça ne me regarde pas, mais je ne savais pas que ça donnait une sorte d'auréole politique. Et si c'est ça l'administration Biden, c'est vrai que ça va peut-être beaucoup de gens qui attendaient de Biden d'être autre chose que le suiveur du Parti démocrate traditionnel et qu'un gouvernement Obama 3 d'un certain côté vont être vachement déçus. Je pense que Biden est probablement un des présidents élus américains, à mon avis, qui est un des présidents les plus faibles d'histoire américaine. Pas seulement en partie de ses problèmes cognitifs, on sent bien qu'il est plus vraiment là, il va pas avoir le Un souci, peps ouais. physique pour tenir 4 ans. On sait très bien qu'être président américain, c'est un travail excessivement difficile, physiquement et intellectuellement, et je ne sais pas comment il va s'en sortir. Mais je pense que derrière, évidemment, avec Kamala Harris, c'est toute l'idée, hein, de l'avoir elle derrière pour. On peut imaginer un scénario où elle devienne président pendant ces 4 ans.
c'est une possibilité. Mhm. Je rajouterais quand même que, en essayant de reprendre du recul, je me demande quand même si les démocrates évidemment, sont allés trop loin. Et maintenant, ils avancent à visage complètement démasqué. Et il y a en effet pas mal de démocrates américains, de centre-gauche et centre-droit traditionnels américains, qui estiment même, eux, que ces gens-là vont trop loin. Par exemple, l'affaire de Twitter, où on s'est débarrassé de Trump, même, je crois même en France, je crois, je peux peut-être me tromper, mais quelqu'un comme Papacito ou certains de ces gens-là ont été éliminés de Twitter. Papacito, tout à fait, que Voilà, d'ailleurs nous saluons, mais voilà, Papacito a été, pour avoir utilisé une photo de Donald Trump, voilà. mais pire que ça, enfin pire que ça, sans déprécier Papacito, mais Joachim Somforget, dont on pense ce qu'on veut, mais qui est quand même député français, Hein, s'est vu flingué de Twitter pour avoir dit du bien de Trump. Donc, si l'Occident c'est ça, hein. je ne veux plus entendre qui que ce soit venir pleurnicher sur le sort de Monsieur Jacques Ma, par exemple, dont on sait depuis aujourd'hui que il est vivant. Certainement, il a dû être rééduqué, mais il est vivant. Donc, d'un côté, ils l'ont remis à sa place, c'est pas plus mal. Mais si tu veux, si l'Occident, c'est à la fois les GAFAM plus l'État profond, nous Ouais. n'avons rien à envier à des régimes dits autoritaires. Rien. Tout à fait. Et c'est là où toutes ces grandes questions de pouvoir étatique, quelle est la place de l'État dans la société par rapport à la place de ces grandes sociétés. En effet, je pense que avec un peu de chance, ces GAFA seront brisées, elles seront reconstruites en plusieurs sociétés. En tout cas, c'est ce qui avait été commencé légalement sous Trump, parce que ces gens-là Hmm. ont pris trop de pouvoir. Le problème, évidemment, avec les types comme Jack Dorsey ou Zuckerberg, ces types-là, à mon avis, ne peuvent pas et ne comprennent pas le pouvoir qu'ils ont entre les mains. C'est presque des apprentis sorciers. Se débarrasser de Trump et de milliers d'autres conservateurs, tout ça va leur revenir en plein visage assez violemment. Et c'est pas intelligent d'avoir fait ça. Et là, on rentre, à mon avis, dans une zone assez dangereuse où beaucoup d'Américains commencent à être très, très énervés. Comme on le sait, il y a 400 millions d'armes aux États-Unis, au passage. Est-ce que tu penses, si tu veux, si on fait un état des lieux, j'avais traité dans une vidéo récente le cas Biden, et j'avais dit que le pire scénario, à mes yeux, en tout cas en Mhm, tant qu'analyste extérieur, c'était le meilleur scénario serait que Joe Biden ne fasse rien, mhm, parce qu'il est justement beaucoup trop faible et que s'il entreprend quelque chose, ça peut se terminer mal. Mais le pire scénario serait une impuissance en politique étrangère qui se dessine et qu'il va faire passer par une guerre sociétale à une partie de l'Amérique. mhm. Ça aussi, ça se dessine. Pour l'instant, c'est le pire scénario qui se dessine. Euh, Question, penses-tu, c'est l'hypothèse d'ailleurs de David Tusher, hein, qui a fait Mhm. sur son ouvrage un long entretien pour Front Populaire aujourd'hui ou hier. Penses-tu qu'il est possible une fragmentation territoriale sur base de grandes régions, parce Mhm. que, objectivement, ce qui faisait tenir l'Amérique, c'est la Constitution, Mhm. et aujourd'hui, est-ce que les Américains croient encore en la Constitution? C'est pas tout à fait la question, mais croient encore dans les institutions gardiennes de la Constitution. Mhm. C'est une question fondamentale. Je pense que les plaies qui ont été en partie recousues après la Grande Guerre de Sécession des années 1860 ne s'est jamais vraiment fermée, pour plein de raisons. Euh, Trump, son arrivée nous a montré que ses plaies étaient encore béantes et qu'elles pouvaient s'agrandir. C'est exactement ce qui s'est passé. Le déboulonnage de toutes ces statues, retirer les drapeaux confédérés, tout ça. Du point de vue des gens du Sud, le drapeau confédéré, ce n'est pas uniquement l'esclavagisme. C'est aussi le fait que je crois que 20% de leurs fils entre 18 et 25 ans sont morts dans les batailles, ce qui est énorme. Donc il y a eu un vrai sacrifice humain et ça, ils ne l'ont pas oublié. C'est dans
dans la conscience historique de chacun dans ces pays, dans ces États du Sud qui est restée. Donc je pense que cette division existe encore et elle va de manière croissante. Donc ça, c'est là en effet où on peut imaginer un scénario qui reste encore faible, mais qui est quand même probable, je pense aujourd'hui, où il pourrait y avoir une sécession territoriale des États-Unis sur les vieilles lignes de cette grande guerre civile que je rappelle a fait plus de 610 000 morts sur une population à l'époque qui était probablement en dessous de 100 millions. Enfin, c'est des pertes absolument gigantesques. La Seconde Guerre mondiale, en contraste, les Américains ont eu 420 000 tués. Donc, le comparatif est intéressant. Le petit bémol que je rajouterais, c'est que par exemple, quand on prend un État comme le Texas, qui est quand même resté assez conservateur, il y a quand même la ville de Austin, qui est une ville très progressiste. Donc on voit quand même la stratégie à long terme des Tout à fait. progressistes d'intégrer ces milieux urbains, même dans les États conservateurs, pour justement garder le pouvoir. D'ailleurs, les élections au Texas, elles sont presque 50-50. Hein. C'est jamais, ça passe pas très loin. Donc, il y a eu cette stratégie d'urbaniser, même dans les États du Sud, et on l'a vu en Géorgie aussi cette fois-ci, avec Atlanta. Donc, ces dispositions territoriales qui datent des années 1860 existent encore aujourd'hui. Et il ne faut pas oublier que la majorité des gens qui sont dans les troupes américaines viennent de ces États-là aussi. Mm. Parce que si on continue justement sur sur ce clivage sociologique, je pense que tu es d'accord avec moi, et si Alexandre Mandel était là, c'est ce qu'il nous dirait. Euh, on l'a vu à Black Lives Matter. Mhm. Tout le monde, c'est-à-dire le Parti démocrate et ses laquais européens, parce que c'est un état de fait, Mhm. malheureusement, a voulu ethniciser le débat. Ouais. C'est-à-dire, Trump, c'est l'Amérique blanche. Mhm. J'emploie le terme blanc parce que aux États-Unis, la classification raciale fait partie du débat public. Donc, Mhm. que les gens que ça choque, bah, c'est que l'Amérique les choque. Bon, c'est un état de fait. Donc, Trump serait l'Amérique blanche et les minorités seraient du côté démocrate. La présidence Trump nous a offert quelque chose de beaucoup plus contrasté que ça. Une montée spectaculaire dans l'électorat noir, une Mhm. montée spectaculaire dans l'électorat latino, un éparpillement de l'électorat asiatique qui avant était entièrement démocrate et maintenant s'est spécialisé par nationalité. Par exemple, les Vietnamiens ont voté de manière écrasante pour Trump, et enfin, les Américains d'origine vietnamienne, Mhm. et, Mhm. et, euh, et si tu veux, il y a d'ailleurs, on l'a vu à Black Lives Matter, ceux qui n'ont pas devant les hystériques, parce que ce sont des hystériques. Euh, Désolé, au nom de la défense de la mémoire de l'esclavage, vouloir déboulonner euh, des, des, euh, des statues, dont celle d'abolitionnistes, mais qui n'avaient pas les idées progressistes, comme on dit aujourd'hui, et d'une débilité profonde. Enfin, faut quand même, faut se rendre compte que c'est un phénomène d'hystérie iconoclaste, comme certaines périodes religieuses de l'histoire de l'Europe en ont connu. Bon. Et on s'est rendu compte que les gens qui résistaient à ces gens-là étaient souvent des Noirs et des Mhm. Latinos qui sont venus au Parti républicain par Trump. Et donc, si je suis assez, comment dire, frappé qu'on ne voit pas, si tu veux, par exemple, ce qui a fait perdre Donald Trump là, c'est le vote blanc. C'est le vote des blancs. Mhm. Des blancs de centre-ville. Mhm. Donc, en réalité, c'est un vote que je qualifierais de social qui a fait tomber Trump. Tu vois, c'est la classe moyenne, c'est la classe blanche et friquée qui a fait Ouais, tomber Donald la Trump. petite bourgeoisie, la bourgeoisie. Mhm. Voilà. Et la seule chose, c'est est-ce que tu penses qu'à force de pousser, si tu veux, à l'ethnicisation des débats,
On l'a vu finalement, Black Lives Matter, ça représente pas grand monde dans la société Non. américaine. À ton avis, euh, parce que c'est un mythe qui est en train de, peut-être pas aux États-Unis, ça tu me le diras, mais c'est un mythe qui en France est en train de faire une traînée de poudre. Euh, Est-ce que tu crois sincèrement à un affrontement interethnique généralisé aux États-Unis? Non. Premièrement, parce que le mouvement Black Lives Matter, et quand on voit les manifestations, c'est essentiellement des blancs, des petits blancs de petite bourgeoisie, moyenne bourgeoisie, c'est essentiellement ça. Eux ont le temps financier, ont le temps entre les mains pour aller faire des imbéciles dans la rue. Quand on est noir C'est nos et on... gauchistes, Voilà, comme exactement, ils en ont à foutre et un peu comme des parasites, hein. Les gens qui sont nos vraiment gauchistes. pauvres, voilà, et les gens qui sont vraiment pauvres, noirs, n'ont pas le temps de faire ce genre d'imbécilité parce qu'ils doivent survivre. Et en plus, je rajouterais que être un petit blanc de banlieue qui se sent euh, pousser des ailes en rejoignant ce groupe ne savent pas ce que c'est être noir dans des quartiers difficiles des États-Unis. Ils n'en ont aucune idée. Alors, je ne sais pas très bien de quoi ils parlent, hein, ou d'ailleurs, ils n'en savent rien. Et tu peux parler à pas mal de minorités, qu'elles soient latines, mexicaines, Amérique centrale ou noires, américaines. Là, beaucoup d'entre eux estiment que les mouvements progressistes ne sont pas la bonne chose pour plusieurs raisons. Premièrement, beaucoup de ces gens-là sont contre l'avortement. Et c'est très vrai chez les Mexicains d'Amérique centrale, parce que ces gens-là sont très catholiques. On n'en parle jamais. Parce que les médias américains estiment que la religion n'a aucune importance, ce qui est faux. Et chez les populations afro-américaines, on est plus dans le viril, à mon avis. Donc pour eux, ça colle pas vraiment non plus. Donc, et je rajouterais aussi un autre élément important, c'est que quand on prend un leader symbolique comme Floyd, pour être sa tête de proue pour un mouvement, c'est un mouvement qui ira nulle part. C'est, la mort de cette personne est dommage, mais ce n'est pas un grand leader historique qu'on peut choisir pour qu'un mouvement perdure dans le futur. Oui, c'est pas Martin Luther King, Vo- ça c'est certain. et exactement. Donc avec Martin Luther King, on était dans le réel, Mm. on était dans le substantiel, c'était du vrai. Floyd, c'est pas. Alors donc il se trompe de personnes euh, pour leur choix symbolique de leader, pour essayer d'aller de l'avant. Et à mon avis, rien que ça, ils se casseront la gueule. Et déjà, je pense que c'est en partie le cas. Et puis je rajouterais, je pense que tu seras d'accord avec moi, s'il y a guerre ethnique, enfin, s'il y a des problèmes ethniques, je pense que pas mal d'Afro-Américains ou de Latinos ou même d'Asiatiques refuseront d'aller prendre des armes, aller se battre pour ces idéaux Ah, complètement mais effarants. de toute façon, là, la branche radicale du Parti démocrate, parce que rappelle-toi, des choses qu'on n'a pas dit en France, on a donné certains quartiers de certaines villes américaines. Je crois Seattle, par exemple. D'accord. Pendant quelques jours, on les a donnés à l'émeute, c'est-à-dire à la branche Hmm. radicale de Black Lives Matter. Ça a été une catastrophe. Enfin, faut voir ce que ça a été. Or, euh, en réalité, la branche radicale du Parti démocrate se retrouve, et ses alliés internationaux, parce que tout ce qui est Black Lives Matter, etc., disons, c'est le type de dispositif dans lequel on peut investir. C'est l'une des grandes spécialités de gens comme l'Open Society et Bien d'autres, sûr. Hmm. de monter ce genre d'opération. Bon. Euh, la, le, En réalité, la branche radicale de cette petite bourgeoisie blanche, qui veut, alors que elle suce tous les avantages du système, c'est un état de fait. Hmm. Et c'est c'est exactement le même problème d'un côté et d'un autre de l'Atlantique. C'est les mêmes que nos gauchistes, c'est-à-dire ce sont des gens qui veulent que les minorités fassent la guerre à leur place et se fassent tuer à leur place, pour réaliser le monde ou le non-monde qu'ils veulent. C'est aussi simple que ça. Et dans le monde qui doivent venir après ça, où évidemment eux se retrouvent à la tête, parce que bon, il faut toujours quand même quelqu'un qui dirige, euh, eh bien les valeurs, enfin les vertus que prônent à la rigueur certaines de ces minorités, parce qu'il y a des gens très
Il y a des gens qui croient à beaucoup de choses chez les Afro-Américains, chez les Latino-Américains. Eh bien, tout ça, cette extrême gauche américaine qui est, comment dire, qui est très proche même idéologiquement de nos gauchistes. C'est-à-dire, c'est sorti des dérivés plus que de l'école de Francfort elle-même, c'est sorti des dérivés de l'école de Francfort. Euh, si tu veux, le but, c'est d'utiliser les minorités comme des tirailleurs sénégalais et de les envoyer au carton les premiers contre un peuple blanc redneck qui fondamentalement, pour une large partie, est dans les mêmes conditions sociales qu'une partie de ces minorités. Parce que la pauvreté aux États-Unis, elle est périurbaine et elle est blanche, majoritairement. Hein. Il y a aussi des minorités qui vivent une grande pauvreté. Mais tu vois, malheureusement, c'est un problème qui embrasse tout l'Occident. C'est très intéressant parce qu'il y a un sujet aux États-Unis qui est très peu traité depuis de nombreuses années. C'est la crise des opioïdes aux États-Unis, qui Mhm. fait, ils ne savent même pas, ils estiment à 70 000 morts par an, mais 75, ils ne savent pas trop. Et pour la grande majorité d'entre eux, souvent des Blancs. C'est les États de l'Ohio, des Carolines, tout ça. Ces États plutôt, et souvent des petites villes, même dans le Maine, par exemple. On va plus dans les terres, dans les petites villes, il y a des ravages, c'est absolument horrible. Et tout le monde s'en fout. S'ils avaient été non blancs, les gens s'en foutraient moins. Alors après, il faut savoir, on veut un pays uni ou on veut pas uni. Est-ce que la mort d'un autre en vaut plus que l'autre? La raison est non. Mhm. Mais ils se comportent de cette manière-là. Donc c'est eux les racistes, en fait. Mhm. Parce que s'il ne l'était pas, ce sujet serait abordé sérieusement, ils essaieraient de faire quelque chose. Et le seul président qu'on a parlé, c'est Trump. C'est le Ouais. seul. Oui, tout à fait. Euh, alors bon, est-ce qu'il va... En 4 ans, on ne peut pas faire grand-chose, on peut essayer de faire Non, avancer la machine. et puis les 4 ans qu'il a passés, sans le défendre outre mesure. La seule chose, c'est que c'est un homme qui a pris une affaire Fillon par Ouais. heure pendant 4 ans et qui s'est pas couché. Hein. François Fillon, il en a Non. pris une Et et il puis, s'est couché le jour même. et Donc lamentablement d'ailleurs, voilà. ça en dit long sur le personnage d'ailleurs. Et puis, et puis ça en dit long aussi sur la différence anthropologique entre individus, quoi. Exactement. Or, si tu veux, là, tu soulèves un point extrêmement intéressant, c'est que beaucoup plus qu'un affrontement que d'ailleurs ni les minorités ni les Américains de souche ne veulent, le racisme qui risque de fragmenter les États-Unis, c'est le racisme anti-prolo de la gauche démocrate. C'est quand même c'est ça qui est c'est ce qui ressort de tes propos, c'est-à-dire le vrai racisme aux États-Unis, c'est le racisme des plantations gouvernementales, pour reprendre un terme américain. En fait, les démocrates nous assaisonnent tous les jours en nous disant qu'il y a un racisme systémique. Toute nation a été Oui, oui, ok. raciste plus ou moins. Bon, ça, l'histoire des hommes est Je te- je- compliquée avec ça. Donc, très bien. Mais la réalité, c'est quand même une grande majorité des Américains sont plutôt des gens décents, des gens qui travaillent, des gens qui payent leurs impôts, souvent des gens assez honnêtes, un peu naïfs d'une certaine manière, mais quand même honnêtes et qui s'entraident beaucoup. Il y a une grande générosité dans le peuple américain qui donne de Oui, ça l'argent c'est pour vrai. plein de causes. Les Européens ne font pas ça, ou très peu, mais les Américains Mm, le font c'est vrai. vraiment. C'est Et vrai, c'est vrai. d'ailleurs, et ça s'est beaucoup retrouvé entre les races aussi. Hein. On s'aide entre nous parce que l'État fait rien ou on estime que l'État ne doit pas intervenir, que c'est à nous de nous démerder. C'est ça l'Amérique. Et les démocrates sont en train de vider de sa substance tout ce qui est beau des Américains. Ils ont leurs défauts, mais on a tous nos défauts. Donc, Mm. comme tu disais tout à l'heure, c'est pas aux Français de juger les Américains. Alors, nous, on a déjà Ni l'inverse d'ailleurs. ni l'inverse. Chacun, d'ailleurs, il y a assez de problèmes d'un pays à l'autre Mm. au lieu de critiquer le voisin. Bref. Mais en ce qui concerne l'entraide américaine, ils sont en train de compliquer ça. Au lieu de justement, tu vas voir la grande majorité des Noirs ou des Blancs, la plupart des gens restent des gens. Faut arrêter de déconner là-dessus. Mais en effet, ils jouent là-dessus, ils attisent là-dessus. C'est un jeu très Mm. dangereux. Et le problème avec les guerres civiles, les guerres raciales, c'est que quand elles commencent, on ne peut pas les arrêter.
Oui, surtout dans un pays où l'accès aux armes est quand même extrêmement facilité, quoi. Ouais. Parce que si tu veux, ce qui est surprenant, et ça on s'en rend pas compte vu d'ici, c'est que euh, euh, l'Amérique a joué le constitutionnalisme jusqu'au bout. C'est-à-dire le contrat qui fait l'Amérique, c'est la Constitution. Et, et ce symbole-là, qui est un symbole assez simple, fait est l'un des facteurs, non le seul, de la spécificité des minorités aux États-Unis, que nous ne comprenons pas. Nous avons un problème avec des gens qui ont, comment dire, qui ont une réaction de colonisation. Mais ce n'est absolument pas le cas de l'Afro-Américain. L'Afro-Américain est américain, se sent américain, Bien sûr. et ne demande qu'à vivre son américanité gentiment. Et d'ailleurs, il n'y a pas non plus de colonisation latine. J'avais ce débat avec mon ami Paul Gottfried. Je lui disais, euh, quand on voit la déperdition rien que du parler de l'espagnol au fil des générations d'immigrants latinos, c'est pas ce qu'on voit en France où on a des gens qui sont là depuis presque la cinquième génération et qui parlent toujours Ouais. relativement mal le français. Mm. Tu vois, ça n'a rien à voir. Or, on plaque une situation multiculturelle, multiconflictuelle, qui est la situation de l'Europe de l'Ouest, à, et du Canada, parce que par contre, tu as le même problème au Canada, à, comment dire, à la situation américaine qui n'est pas multiculturelle au sens premier. Elle est multiraciale, et il y a un problème racial aux États-Unis dans la définition de la race, ça c'est certain, mais il n'y a pas, je pense, du moins c'est mon hypothèse, de vrai multiculturalisme américain parce que, en réalité, afro, latino, redneck, les symboles de l'américanité sont les mêmes. Plus ou moins, en effet, par rapport à la consommation, par rapport à la Constitution, pour la plupart, ou le patriotisme, en effet, reste à peu près le même, on est d'accord. Il n'y a pas de, le système américain fonctionne de moins en moins bien, à mon avis, en partie à cause de ces mouvements progressistes, qui passent leur temps à diviser tout, pour mieux régner, peut-être. Mais je suis Tant assez mieux. d'accord. Je suis assez d'accord. Et je rajouterais aussi un point important qui existe moins en Europe, c'est le plaisir du travail aux États-Unis. Comme ils disent, avoir le job. Hein, même les soldats utilisent ce mot, le travail, dans leur devoir au combat ou n'importe quoi. Et ça, A job or duty. voilà, it's our job, et c'est ce qu'on doit faire. Mm. Et ça, c'est une notion très importante qu'il faut bien comprendre et que Trump a essayé de réinjecter dans les minorités en leur donnant du travail. Ce qui a été un bon succès. Bon, et on ne peut pas aller toujours jusqu'au bout, mais ça a été un bon départ et plusieurs millions d'entre eux ont pu retrouver des jobs. C'est ce Bah, que veulent les Américains. oui, mais Ils veulent c'est le, travailler. oui, oui, c'est le, ça on l'oublie, mais parce que on a une vision, disons, c'est drôle d'ailleurs, la vision qu'ont les Européens, toute l'Europe de l'Ouest, des États-Unis, c'est une vision d'un pays qui n'est traversé que par des problèmes identitaires. Mhm. Alors que la première revendication des Américains, c'est une revendication sociale. C'est l'accès Ouais. au travail. C'est Oui, les gens, c'est très étonnant. et d'ailleurs, on le voit dans une profession très en particulier. Par exemple, les gens qui, en France, quand on est dans le bâtiment, c'est considéré comme pas comme un travail, pourtant ça l'est. Mais aux États-Unis, être dans le bâtiment, ceux qui font les immeubles, tout ça, et c'est souvent des gens, on les voit avec leur casque. Il y a le drapeau américain, ils sont très patriotes, ils prennent grand plaisir et beaucoup d'honneur à faire ce travail-là. Et ça, Mm. c'est un côté américain qui est très sympa et qui malheureusement est en train de disparaître. Et tout ça nuit énormément parce que je pense que pour réunir un peu tout ce qu'on vient de dire, l'Amérique est un pays de gens qui veulent se démerder eux-mêmes et qui Mm. estiment que l'État est une entrave plutôt qu'autre chose et que c'est pas la peine d'avoir un État toujours. C'est ce que Reagan a essayé de faire en essayant de diminuer la taille de l'État fédéral. Il a en partie réussi. Et là, avec Biden, ils vont évidemment faire le contraire et essayer de gérer la vie des gens le plus possible.
Surtout que de l'autre côté, ça c'est ce que j'avais vu, c'est ce que j'avais planifié pour la vidéo que j'ai fait sur Joe Biden. Il risque par le recours au libre-échange d'affaiblir les entreprises créatrices d'emplois que Trump a fait revenir sur le territoire. Et donc Ouais. d'être ce qu'a été Barack Obama, le bourreau de la condition sociale des minorités. Obama a rien fait pour les minorités. Ah bah, Bah, il a même affaibli la condition des Noirs, en tout cas, en détruisant c'est, l'emploi industriel. oui, Obama, c'est un mirage extraordinairement bien réussi. Hmm. Beaucoup de Désolé. gens l'adulent, j'ai jamais très bien compris pourquoi. Alors, il présente bien, je l'ai rencontré d'ailleurs, j'ai eu l'honneur. Hein. J'ai passé 1 heure et demie avec lui une fois. C'est quelqu'un qui a un certain charisme, c'est vrai, mais on sentait pas la vraie colonne vertébrale d'une personnalité historique, comme je l'entends moi, ou toi, ou les gens qui sont plutôt, qui ont une idée conservatrice de l'histoire. Hmm. Mais c'est, tout ça est un mirage. Et le problème de Biden, c'est que Biden, ce sera pareil. Et le vrai danger, je pense, il vient plus de Kamala Harris. Et en effet, de beaucoup de néoconservateurs, c'est la vieille garde, hein, comme tu disais tout à l'heure, qui revient Ouais. dans Ouais, tout l'administration à fait. Biden. Et ça ne m'étonnerait pas qu'on ait un regain de violence en Ukraine ou dans certains pays parce que la C'est Russie, c'est l'ennemi, c'est- c'est blablabla. no- c'est notre dernier point avant de passer aux questions. Juste pour le public, Ouais. préparez les questions. J'espère que cet entretien jusque-là vous plaît. Si la régie peut me répondre quelque part, ça m'arrangerait. N'hésitez pas à préparer vos questions super. Donc, et à préparer vos questions et à les envoyer à la régie. Donc, on les envoie par le Tipeee, c'est quoi? Tipeee Stream en priorité, sinon sur le chat. Merci beaucoup. Donc, dernier point, et c'est entre autres pour ça que je me permets de commenter dans un sens un peu dissonant le, disons la prestation de serment de Joe Biden, c'est que tu vois, Jonathan, nous avons 4 chaînes d'infos en continu en France, et toutes les 4 ont retransmis avec des traits mollo dans la voix et en se roulant par terre ce spectacle devant des drapeaux. Donc, enfin, si tu veux, c'est à titre personnel, moi, je n'aime pas. Si tu veux, je n'aime. Je suis un amateur parfois comment dire, de mocheté élaborée et gothique. Hein, j'ai adoré L'étrange Noël de Monsieur Jack ou La famille Adams. Néanmoins, de vouloir le vivre, non merci. Donc, je me permets ce caractère un peu dissonant parce que c'est là où, quoi qu'on en pense, et moi, à titre personnel, je n'ai pas à aimer ou à pas aimer Donald Trump. C'est un chef d'État étranger. Tout comme à titre personnel, je n'ai pas à juger Joe Biden, qui a la dignité d'un chef d'État étranger. Donc moi, tu le sais, je suis un Westphalien, je crois à la Mm. souveraineté, chacun chez soi et Dieu pour tous. Par contre, ce qui me fait peur avec Joe Biden, c'est le retour généralisé d'un climat de violence. Et qu'on le veuille ou non, Donald Trump n'a pas maintenu le climat de violence qui était celui de l'ère Obama. Mm. Bon. Pour toi, euh, est-ce que les États-Unis sont de retour sur le sentier de la guerre? Et si Euh, oui, à ton avis, alors là c'est un ouais, avis, hein, bien sûr. où frapperont-ils? C'est vrai que le néoconservatisme revient en force là dans l'administration. Enfin, il suffit de voir le CV des gens qu'il a remis dans l'administration. Je pense que les points chauds qui pourraient revenir, ça sera bien évidemment l'Ukraine. Je pense que l'Ukraine, c'est évident. C'est un Oui, l'Ukraine c'est gouvernement évident, oui. faible. C'est un gouvernement faible. Et comme dans les néoconservateurs, ils sont toujours accrochés à ce que la Russie est pour eux le plus grand ennemi. Oui, bien sûr, oui. Donc, bon. Et c'est Et puis, évidemment un et puis, ennemi. me- et puis M. Biden a une connaissance approfondie et certains même disent intime de l'Ukraine. Oui, c'est vrai que son fils a eu de la chance. Le changement de président, c'est clair que là, il s'en sort tranquillement, on va dire. Il a beaucoup de chance. Si ça avait été toi, pardon, moi, ou quelqu'un de personne lambda, on serait en prison déjà pour
45 ans. Bon, enfin bon, passons. Euh, je pense que l'Ukraine est une possibilité Je le parce crains, ouais. qu'il y a déjà une zone enfin, il y a déjà une ligne de front, donc elle peut être réactivée très facilement. La Libye, on va voir ce qu'ils vont faire avec Haftar. Ouais. Évidemment, la grande question, et ça tu l'avais souligné très justement l'autre fois, c'est l'Égypte. Qu'est-ce qui va se passer en Égypte, ce qui est quand même une clé de voûte de tout ce système. Une Et catastrophe. évidemment, et l'autre catastrophe, c'est l'impossibilité de l'Union européenne de faire quoi que ce soit d'intelligent ou d'utile en général. Ça, c'est Donc, systémique, ça. voilà, donc ça c'est anthropologique, je pense, même maintenant, Oui, oui, maintenant c'est chez les, anthropologique, ouais. chez les parlementaires, enfin bon, ça fait un peu en fin de course. Euh, S'ils commencent à faire sauter tout ça, beaucoup de migrants vont venir en Europe. Enfin, après, on connaît les résultats de Bon, guerre. après, c'est, Voilà. si tu veux, moi, à titre personnel, alors, j'ai lu 2 ou 3 papiers qui sont sortis de certains néoconservateurs américains qui voulaient se taper l'Algérie. À titre personnel, j'y crois pas, mais alors là, tu imagines en tant que Français que ça me réveille la nuit. Ouais, Algérie, hein, Et parce qu'il y a une vieille hostilité depuis le 19e siècle, hein, aux bien sûr. États-Unis sur la question de la côte barbaresque et donc de Hum, l'Algérie. Et de toute façon, l'Algérie étant un pays très pro-chinois et très pro-russe, le dégommer, je pense que certains y pensent, mais je pense, si tu veux, et je te remercie de l'avoir rappelé, moi, mon obsession, c'est la question égyptienne. C'est-à-dire, s'ils dégomment l'Égypte, si les Américains changent, parce que Donald Trump était objectivement l'allié du maréchal Sissi, hum. il a eu l'intelligence avec les Russes, et pour une fois, ce crétin de Macron a à peu près suivi, pour une fois, parce que pour réduire les poches islamistes de Libye, l'armée égyptienne fera ça très bien. Faut juste regarder ailleurs 20 minutes. Mais le grand problème, c'est que si les Américains changent de cible, alors je ne vois pas les États comme la Russie ou la Chine laisser Al-Sisi tomber aussi facilement, parce que l'Égypte c'est un verrou. Mais si l'Égypte saute, nous perdons toute la façade sud de la Méditerranée. Et là, si tu veux, pour les Européens, ça devient ingérable. Et là, Si tu veux, alors que si on était déjà malin, on aurait réintroduit le fils Kadhafi, Fissa, sur le trône, avec toutes nos condoléances et nos excuses, si on était déjà plus malin. Mais comme on l'est pas, je pense aussi qu'en revenant un peu sur Kamala Harris, à mon avis, sa politique étrangère va jouer dans ce sens-là aussi. Je vois ça assez que, que, correctement. que sait-on que sait-on de ses prétentions à l'international d'ailleurs? Je pense que c'est quelqu'un qui est dans ce sens-là, qui épousera les théories néoconservatrices C'est facilement, sur, ouais. je sais pas, assez facilement. Je pense que sans vraiment y croire non plus, mais parce que c'est comme ça, elle est entourée de ça et puis elle le fera. Elle va vouloir se montrer comme quelqu'un de dur et quelqu'un de guerrier dans ce sens-là, sans connaître la guerre ou rien du tout. D'ailleurs, mais c'est pas grave, elle le fera quand même. C'est pour ça que moi, je la trouve très dangereuse, d'une certaine manière plus dangereuse que Biden, Biden, c'est un peu le vieux roi Théoden avant de revenir, de retrouver sa forme. Il a enfin de tout, Oui, lui. oui, tout à fait. Donc, lui, il fera ce qu'on lui dira de faire, hein. C'est le parce que là j'ai quand même vu quelque chose qui m'a fait frémir, c'est qu'une partie des néoconservateurs européens Mhm. qui se roulent par terre devant Biden attendent de lui une escalade militaire avec la Russie. Là, à un moment, va falloir arrêter de fantasmer les enfants, hein, parce que ça va vraiment mal se finir. Mais, mais si tu veux, je suis, tu vois, on retrouve, en réalité, Biden, c'est en différé ce qu'aurait été, dans le pire des scénarios, hein, j'entends. Peut-être qu'il va rien faire. Et s'il fait rien, tant mieux. Gloire à lui de rien faire. Mais ça commence pas comme ça. Mais ce que je crains, c'est que nous ayons, avec 4 ans de retard, le gouvernement qu'aurait, la politique qu'aurait fait Hillary Clinton. Hillary Clinton, exactement. Mm. Parce que je vois
tous les recalés de l'administration Obama. Je vois tous les anciens proches de tous ceux qui ont été formés à la diplomatie sous Clinton par Madeleine Albright, qui pour moi c'est pas un compliment, Madeleine Albright, hein. La mort dans les Balkans, c'est pas un compliment, Madeleine Albright. Or, j'ai de très grandes craintes, si tu veux, pour ces gens. C'est toi qui me les avais définis il y a quelques années. Tu m'avais dit des gens qui n'ont aucune expérience militaire, Mm, mais qui croient de manière quasiment religieuse au pouvoir des armes. C'est toi qui mm, m'avais dit ça il y a quelques années. Est-ce que tout à c'est les fait. mêmes? Oui, c'est les mêmes. Je pense que moi je dis toujours, les grands pacifistes sont les gens qui ont vécu la guerre. Eux, parce qu'ils savent ce que c'est et le sacrifice que ça requiert. Rien que le fait de mettre sa vie en danger, ça remet les choses en place. Et ces gens-là n'en ont aucune idée. D'ailleurs, ils n'ont aucune intention. À part quand Hillary Clinton avait prétendu, quand elle arrivait à Sarajevo, d'être pris sous des snipers. Donc ces gens, en plus, s'inventent des histoires. Et la vidéo était ressortie. Évidemment, elle a été accueillie par une petite fille avec des fleurs. Donc c'est ça, ces gens-là. C'est des gens qui mentent, pas, même sur un peu hein, comme ça, comme certains anciens hommes politiques français, comment ils s'appellent, celui de Barcelone, là, qui Ah, inventent leur passé. Manolo Ouais, Valls, Manolo Valls. voilà, Mais qui inventent. mais il revient là, il fait son retour. Et Retour. donc non non, mais on en avait un autre, si tu te rappelles, dans l'affaire de Sarajevo et des Balkans. C'est alors lui, il est pas, enfin, il se pense homme politique, mais il est représentant en prêt-à-porter. C'est un mec qui vend des chemises, Monsieur Lévy, Bernard-Henri Lévy. Et il était allé vendre des chemises quelque part par là et il avait pris des photos, je sais pas si tu te rappelles, encadrées par des journalistes et des soldats français. Mhm. Et donc il disait être sous le feu. Et en réalité, le Canard enchaîné avait publié une photo juste prise quelques pas plus loin où tu voyais qu'en réalité ils étaient derrière un muret et Oui, t'avais j'ai vu, toute je la la. connais. Si tu veux, je vois tout à fait ce genre de mythomane dangereux. Voilà. Et Oui. mais si tu veux, toi qui a beaucoup côtoyé de soldats américains, quel est de ceux que tu as croisés, gradés ou bidas, leur appréhension, si tu veux, de devoir repartir en guerre après avoir été quand même relativement au calme Mhm. pendant quelque temps? Je pense que je pense qu'il y a une vraie scission ou plusieurs scissions dans l'armée américaine. Je pense que maintenant, ils commencent à voir qui rejoint ce qu'on disait tout à l'heure entre qu'est leur vision de l'Amérique. Alors en effet, Mm. est-ce qu'on va les renvoyer dans des zones de guerre, que ce soit par milliers ou dizaines de milliers ou quelques centaines, pour aller faire des jeux stratégiques très dangereux? Je pense que pour beaucoup de soldats américains, bon, ils le feront parce qu'un soldat suit les ordres. Mais je pense qu'à terme, ça continuera comment dire, à amoindrir l'efficacité de l'armée américaine, essentiellement dans le côté moral de la chose. Parce qu'au Mm. bout d'un moment, beaucoup de soldats américains qui sont revenus d'Irak et d'Afghanistan se sont suicidés. Il y en a des milliers et des milliers, on ne connaît même pas le chiffre exact, enfin, c'est terrifiant. On n'en parle pas, ou très peu. Et ces gens-là, ils se suicident pas entièrement parce qu'ils ont vécu le combat. C'est parce que quand ils reviennent, tout le monde n'en a rien à foutre. Et puis, c'est des guerres qui n'ont pas de sens. Quand ils allaient se battre pendant la Seconde Guerre mondiale ou en Corée, compréhensible d'aller faire la guerre. Et quand on voit le Vietnam et toutes les guerres qu'on a fait après, c'est des guerres qui n'ont Ouais, tout à pas, fait. Qui n'ont pas non de seulement sens. qui ont été mal menées, mais qui n'ont pas vraiment de sens sans vrai objectif. Et tout est politisé, fait des Il compromis n'y a, sur y a, tout. y a- y a pas de but de guerre. Voilà, Y a pas de but de guerre atteignable. exactement. Et McNamara, par exemple, ce qu'il faisait, c'est qu'il avait forcé la Air Force américaine de prendre toujours les mêmes trajectoires avec leurs bombardiers pour aller pilonner ou détruire les ponts ou les routes, je sais pas quoi. Mais au bout d'un moment, les Nord-Vietnamiens s'en sont aperçus qu'ils avaient mis tous leurs missiles sur cette voie-là. Et donc les mecs, ils passaient, puis ils se faisaient descendre par centaines à chaque fois, parce qu'ils avaient estimé qu'ils ne voulaient pas trop étendre la guerre. La guerre, on l'a fait ou on la fait pas. Ouais. Donc si on fait les choses à moyen, ben voilà, ben ça donne des résultats absolument pathétiques.
Sinon, on la fait pas. Ouais, ouais, Mm. si tu veux, je comprends. Abonnez-vous à la chaîne, n'oubliez pas la cloche.